et à tous, bienvenue dans la deuxième saison des Adorables, l'émission consacrée à l'adolescence qui donne la parole aux adolescents. Je suis Nathalie Anton, enseignante de français en collège et lycée, et également psychologue, spécialiste des adolescents et des jeunes adultes. Je suis entourée aujourd'hui d'un tout nouveau groupe de lycéens, même si grâce au logo d'Élise Crambe et à la musique de Thomas Albessard, que je remercie encore pour leur créativité, les jeunes de l'an dernier, dont la plupart ont eu le bac, nous accompagnent encore cette saison. Blanche, Inès, Rodrigue, Marius, bonjour. Bonjour. Vous êtes tous en première et je vous remercie, malgré une année très chargée, d'avoir rejoint l'aventure des Adorables et de vous faire les porte-voix des préoccupations adolescentes. Vous avez voulu pour votre première émission aborder un thème grave qui touche aussi bien à la santé physique que mentale, celui de l'addiction. Alors pour vous, justement, c'est quoi une addiction ? Marius ? Moi je connais des personnes qui sont addictes au tabac ou à la cigarette qui ont mon âge. Et je saurais pas dire s'ils sont réellement addicts, mais si on leur demandait d'arrêter aujourd'hui, je pense qu'ils auraient du mal. Inès ? Pour moi, une addiction, c'est le fait d'être dépendant à une substance ou à une action et qu'on ait envie d'y revenir. Rodrigue ? Cette substance peut être dangereuse et nocive pour la santé. Blanche ? Sans compter que ces substances sont la plupart du temps illicites, en tout cas à nos âges. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur dans l'addiction ? Inès ? C'est le fait de baisser les bras et de ne plus se rendre compte du potentiel qu'on gâche. Rodrigue ? Moi, ce qui me fait le plus peur dans l'addiction, c'est d'être enfermé dans une sorte de spirale où même en essayant d'en sortir, par énormément de moyens différents, je n'y arrive pas. Marius ? Je trouve que ça peut être tout d'abord le regard des autres. On n'a pas envie, si on tombe dans une addiction, de par exemple avoir une sorte d'étiquette collée à nous. Et ça peut aussi être simplement les conséquences directes de l'addiction, donc les conséquences physiques. On n'a pas envie de 10 ans après avoir fumé pendant tout notre lycée, avoir un corps qui va pas bien. Pourquoi est-ce que ce sujet vous touche ? Pourquoi avez-vous voulu l'aborder en premier lieu ? Rodrigue ? Parce que de nos jours, il est assez facile d'obtenir ce genre de substance. Marius ? Parce que l'adolescence, c'est une période de la vie dans laquelle on est beaucoup plus confronté aux addictions qu'à d'autres âges. Et que par exemple, on sort plus, on voit plus des amis, et donc on côtoie plus les autres. Et on pourrait dire qu'on est plus à même de tomber dans une addiction. Inès ? J'ai un ami qui est addict au cannabis, en tout cas à la substance du THC. Et ça me fait vraiment de la peine de le voir sous l'influence de cette substance, parce que j'ai l'impression qu'il baisse les bras. Comment tu définis le fait qu'il soit addict ? Je traduis son comportement par une addiction parce qu'il le fait vraiment régulièrement, voire tous les jours sur une grande période, qu'il se sent mal lorsqu'il n'est pas sous cette influence. Blanche ? Personnellement, c'est mes parents qui sont addicts au tabac, et ce depuis plusieurs années. Et je pense même que c'est arrivé quand ils avaient à peu près notre âge. Quelles sont les conséquences négatives que vous observez en lien avec cette addiction ? Rodrigue ? Moi, vis-à-vis du tabac, je peux noter quand même un aspect financier. Un paquet de cigarettes coûte cher, et lorsqu'on en consomme plusieurs paquets par jour, il y a quand même un très gros aspect financier. Inès ? Ça vous éloigne de vos proches encore plus, j'ai l'impression, s'ils essayent de vous aider à en sortir. Et deuxièmement, ce sont les effets sur notre santé pour tout ce qui est tabac et substances qu'on incorpore ou qu'on consomme. Mais je pense qu'il y en a quand même par rapport aux écrans et à tout ce qui peut être plus virtuel sur notre cerveau et sur notre capacité de concentration, d'adaptation et juste nos relations sociales en général. Mais restons dans le particulier. L'ami dont tu parles. Quelles sont les conséquences que tu as pu observer justement sur les conséquences négatives que tu as pu observer sur son état en termes relationnels, en termes scolaires, en termes de caractère ? Alors c'est vrai, il y a déjà une forte dégradation de ses notes depuis sa première consommation. Il ne fréquente plus que des gens qui font la même chose que lui. Il a de très mauvaises relations avec sa famille et on peut voir qu'il est assez sur la défensive quand on aborde le sujet avec lui pour lui demander s'il est addict. Il peut même être un peu agressif. Blanche ? J'ai une amie, elle a un petit frère
qui est constamment sur les jeux vidéo, En fait, il a beaucoup accès à la télévision, à une tablette, à plusieurs consoles de jeux vidéo. Et dès qu'on lui enlève pour qu'il fasse ses devoirs, parce qu'il est encore en primaire, il va s'énerver et faire des cris, il va se mettre à pleurer, il va même limite devenir violent. Ça pourrait ressembler un peu aux conséquences et aux symptômes qu'on ressent après une addiction, et je pense que c'est pas forcément moins grave. Comment est-ce que vous arrivez à faire la part des choses justement entre le plaisir que peut procurer un comportement, une activité, un produit et les risques encourus? Marius. Parce que très généralement, quand on tombe dans une addiction, on n'a pas envie de penser à l'avenir et aux futures conséquences, et on pense uniquement au plaisir immédiat et surtout à généralement ce qu'on prend avec un groupe, et donc au plaisir que ça peut apporter à tout le groupe, de fumer par exemple à plusieurs ou de boire en groupe. À quel moment vous arrivez à mettre des freins? Est-ce qu'entre vous, vous vous régulez? Est-ce que vous arrivez à dire non? Ou est-ce que vous n'êtes que dans le plaisir immédiat que tu évoquais justement? Je trouve que ça doit venir de nous-mêmes. Il faut une certaine maîtrise de soi pour être capable, par exemple lors d'une soirée, de ne pas boire alors que les autres boivent, de ne pas fumer alors que les autres fument. Rodrigue. Pour moi, il faut rester dans la mesure en se fixant des limites au préalable. Blanche. Si on est justement conscient qu'on n'est pas capable de se restreindre nous-mêmes lors d'une soirée par exemple, on peut demander à un ami proche qui justement ne consomme ni alcool, ni tabac, ni quoi que ce soit d'autre, pas de nous surveiller, mais au bout d'un moment nous dire, par exemple avec l'alcool, ça y est, t'en as pris suffisamment, parce que justement on n'est pas assez maître de nous-mêmes pour nous mettre une limite. Mm-hmm. Et d'après votre expérience, quelqu'un qui, dans une soirée par exemple, ne veut pas boire, ne veut pas fumer, on comprend tout à fait, ou au contraire on va lui mettre la pression, allez, c'est bon, un petit verre. Marius? Je trouve qu'il peut y avoir deux cas différents. Il y a un cas dans lequel la personne qui par exemple ne fume pas ou ne boit pas en soirée va être mise à l'écart directement par les personnes qui l'entourent. On va lui dire qu'elle n'est pas drôle, et aussi indirectement du fait que par exemple dans une soirée, quand tout le monde est un peu alcoolisé, un peu pompette, et que la personne qui ne boit pas ne ressemble pas aux autres, elle peut être aussi un peu mise à l'écart du fait qu'elle n'est pas dans cet effet de groupe, dans cette euphorie générale, et donc indirectement, elle est en quelque sorte exclue. Mm-hmm. C'est facile de dire non, Marius? C'est plus facile de dire non à une personne qu'on ne connaît pas vraiment, un inconnu par exemple lors d'une soirée, plutôt qu'avec une personne qu'on connaît, parce que généralement on peut avoir peur par exemple de causer une sorte de déception. Si quelqu'un vient nous tendre, je sais pas, une bière ou un verre d'alcool, et qu'on refuse, on n'a pas envie de la décevoir. Alors que si c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, je trouve qu'on aurait moins de mal à lui dire non ou à refuser. Blanche. En fait, ça dépend si les produits me dégoûtent ou pas. Je suis très confrontée à l'odeur du tabac parce que mes parents fument depuis que je suis née. Et c'est vraiment une odeur qui me répulse. Et c'est pour ça que si on me propose une cigarette, ce sera un non catégorique. Alors que, vu que j'ai jamais ressenti un peu le danger de l'alcool, et je serais plus ouverte à la discussion si, lors d'une soirée, on me propose un verre d'alcool. Vous êtes assez informé quand même des conséquences liées aux substances, aux activités qui peuvent générer la dépendance? Rodrigue? Selon moi, on est assez informé sur les conséquences, mais je pense pas qu'on est assez informé sur comment ne pas tomber dans l'addiction. Marius? Moi je connais un cas spécifique d'une personne qui est réellement alcoolique et qui en fait est tombée dans cette addiction parce que quand elle a commencé à tomber dans l'alcoolisme, personne ne lui a dit d'arrêter et personne ne lui a dit que c'était mauvais et qu'il pouvait plus tard être sujet à des graves conséquences physiques ou morales ou mentales, et que c'est donc aujourd'hui à cause de ça que cette personne est alcoolique. Où est-ce que vous trouvez vos informations? Est-ce que l'école par exemple est un lieu où la prévention s'exerce bien? Marius? Je trouve qu'il y a une prévention qui est faite parfois, c'est-à-dire que moi j'ai une prévention sur le tabac l'année dernière dans mes souvenirs, et une en 5e, mais c'est pas fait de façon assez régulière. Je trouve aussi que le problème des préventions qu'on a eues, c'est surtout le fait qu'elles sont pas assez axées sur certains points importants de l'addiction. Par exemple dans la prévention sur le tabac qu'on avait eu l'année dernière, on nous a parlé uniquement des effets nocifs de la consommation du tabac, et assez peu je trouve des moyens de stopper cette addiction, d'y faire face, à qui on peut s'adresser, comment on peut arrêter, et donc qui sont pas assez axés sur certains points importants. Blanche?
C'est vrai que malheureusement c'est pas assez régulier, c'est-à-dire qu'on a dû en avoir 2 au collège et à chaque fois j'avais l'impression que c'était sur le tabac et on nous enseigne jamais eu de prévention en tout cas sur l'alcool par exemple. Inès? Je pense qu'on peut trouver des informations à l'école, dans notre établissement scolaire. Sinon, je pense que la majorité s'informe aussi sur Internet. On peut quand même trouver des renseignements si on fait attention à la source. Mais vous le faites? Vous allez vous renseigner vous-même sur les dangers, les conséquences liées à certains produits ou certaines activités? Inès? Oui. Qu'est-ce qui, pour vous, serait une bonne action de prévention? Marius? Je trouve que ces préventions seraient beaucoup plus concrètes si en fait on invitait lors de ces séances des gens qui sont eux-mêmes tombés dans l'addiction, qui pourraient faire part de la façon dont ils ont soit réussi à sortir de cette addiction ou alors comment ils y sont tombés. On pourrait de cette manière sensibiliser les jeunes, parce que je pense que passer par les sentiments et par l'aspect concret, ça permet aussi de faire réagir quelqu'un qui en soi ne connaît pas grand-chose à l'addiction, et ça pourrait beaucoup plus concrètement dissuader les élèves, les lycéens, de fumer, de boire, de tomber dans une addiction plus généralement. Est-ce que vous-même, vous vous êtes positionné un jour comme acteur de prévention auprès d'amis ou auprès de parents, en essayant justement de faire en sorte qu'ils modifient leur comportement vis-à-vis d'un produit ou d'une activité? Et qu'est-ce qui a fonctionné ou au contraire, qu'est-ce qui n'a pas du tout fonctionné? Blanche? Pour rappeler, mes parents sont 2 gros fumeurs. Et quand j'étais petite, c'était vraiment mon objectif premier, alors que j'étais en maternelle et primaire, de réussir à les faire arrêter de fumer parce que j'ai pas une famille très nombreuse et ça m'inquiétait énormément quand j'étais petite. J'étais toujours à l'idée de les perdre ou autre. Et ce que je faisais avec ma maman, parce qu'elle mettait ses paquets de cigarettes n'importe où dans la maison, c'est que chaque jour j'en prenais une afin que elle en ait moins dans son paquet et elle décide quand même de pas en racheter un trop vite. Quand j'étais petite, je pensais vraiment que ça allait servir à quelque chose. Aujourd'hui, je me rends compte que vu qu'elle était addicte, elle aurait juste racheté un paquet. Et mon père, j'ai eu beau lui dire, je me suis informée très vite sur les chiffres des cancers qu'on pouvait avoir ou du pourcentage des morts qu'il y avait dû au tabac. Et je faisais que lui rappeler sans cesse. Et il a fini par s'énerver un moment en me disant que ça servirait à rien et que de toute façon il continuerait de fumer, même si c'est vrai que les chiffres sont alarmants. Donc tu veux dire qu'en t'adressant à la raison de ton interlocuteur, ça n'a pas suffi? C'est ça. Rodrigue? J'ai jamais dit à une personne faut pas fumer de manière premier degré. J'essaie d'ouvrir la discussion pour qu'elle réfléchisse soi-même, parce que selon moi, pour arrêter une addiction, il faut tout d'abord que ça sorte de soi-même et que ce soit une volonté propre à soi-même. Mais quel genre de questions tu lui poses pour que cette personne puisse justement se remettre en question? Par exemple, le nombre de cigarettes qu'elle a fumées récemment, quand est-ce qu'elle boit, est-ce qu'elle se laisse un cadre, est-ce qu'elle fait des efforts pour arrêter, est-ce qu'elle se laisse des limites, sans jamais donner de conseils, parce que pour moi c'est contre-productif en fait. Marius? Moi j'ai déjà essayé de faire une sorte de prévention à l'avance, qui était sur mon frère. Quel âge a ton frère? 13 ans. Et donc j'ai estimé qu'en tant que grand frère, j'avais une sorte de devoir d'ouvrir la discussion avec lui. Et j'ai essayé de lui poser des questions en lui demandant si dans son entourage, dans ses amis, il connaissait des gens par exemple qui fumaient, même s'il est très jeune, des gens qui buvaient un peu. Et avec ces discussions, j'ai essayé aussi de l'exposer aux dangers futurs et d'en parler avec lui. Et comment il a réagi? Il était intéressé, parce qu'il m'a posé pas mal de questions. Il connaissait assez peu de choses sur le tabac par exemple. Il connaissait pas du tout les substances qui composaient la cigarette. Et il avait l'air d'avoir compris. Mais c'était une discussion plutôt ouverte. J'essaie simplement d'ouvrir son esprit. De l'alerter? De l'alerter. D'accord, d'éveiller effectivement son esprit critique. Oui. Pour qu'il sache dans quoi il s'engage si on lui propose, donc tu parlais du tabac, si on lui propose par exemple une cigarette. Oui, c'était en soi une espèce de prévention à l'avance que je voulais faire. Inversement, est-ce que certaines personnes vous ont déjà alerté sur un comportement que vous auriez pu avoir vous,
qui ressemblait pour d'autres peut-être à un comportement un petit peu limite par rapport justement à une substance ou à une activité pouvant générer une addiction. Et comment est-ce que vous l'avez vécu, Marius? Moi j'ai le cas de ma mère qui en fait avant fumait énormément dans sa vingtaine et qui a réussi à arrêter à l'aide de ses amis avec une grande force de soi-même et qui aujourd'hui ne fume plus du tout et qui par son expérience a pu m'alerter et a pu me faire réfléchir sur les conséquences de la cigarette, les conséquences du tabagisme et ça m'a été très utile. Rodrigue? Moi personnellement, c'est ma mère qui a fait une prévention anticipée en me racontant des cas dans sa famille qui, dû au cannabis, avaient développé des maladies ou par exemple de la schizophrénie carrément. Et ça m'a fait réfléchir et donc je me suis totalement limité au fait que je ne prendrais jamais de cannabis étant donné que dans ma famille il s'était passé ça. Blanche? Moi aussi, c'est ma maman qui m'a parlé, même encore récemment, et m'a mise en garde sur les drogues dures, donc la cocaïne, voire même l'héroïne, en me disant, je sais que tu es dans un âge où tout le monde passe par là et tout le monde a envie souvent de tester de nouvelles substances ou autres. Mais là, tu parles de substances effectivement qui sont, que tu considères toi-même comme des drogues dites dures. Est-ce que si elle te tenait le même discours sur des produits qui sont finalement plus banalisés à votre âge, tels que l'alcool, je pense, est-ce que tu la prendrais autant au sérieux? En fait, justement, elle a un discours qui est plus modéré, c'est-à-dire que elle va m'autoriser à aller en soirée, par exemple, mais elle va pas me dire fais attention, on prend pas d'alcool, tu peux devenir alcoolique. Elle va me dire fais attention de pas faire de mélange ou de pas boire excessivement. Vous n'avez pas l'impression que finalement, il y a des drogues qui sont extrêmement banalisées dans votre entourage? Je trouve qu'à notre âge, le joint est une chose banalisée et normale. Je trouve ça en fait assez incroyable que ce soit banalisé à ce point-là et que ce soit normal et que si jamais on parle, si jamais on me demande si jamais j'ai de l'herbe sur moi, je trouve ça assez anormal qu'on me demande de manière aussi naturelle. Blanche? Moi, par exemple, c'est surtout sur l'alcool. C'est pas à la mode, mais il y a beaucoup de gens qui prennent des photos d'eux et qui vont avoir tendance à les publier sur les réseaux sociaux, d'eux avec des bouteilles d'alcool ou, je sais pas, des rails de shot ou toujours accompagnés bien évidemment de sel, de citron ou autre. Et les gens vont trouver ça super normal et vont dire ah bah c'est trop cool, ils ont fait des shots à la soirée. Ce qui est drôle, c'est que finalement, l'alcool, les vendeurs d'alcool n'ont même plus besoin eux-mêmes de faire la publicité, puisque sur les réseaux sociaux, vous êtes tous potentiellement en train de promouvoir la consommation d'alcool comme si c'était quelque chose d'extrêmement cool. Oui, aussi du tabac, il y a beaucoup de gens qui se postent en train de fumer. Rodrigue? Si jamais à une soirée on voit beaucoup de gens, beaucoup d'alcool, beaucoup de cigarettes, on va se dire une soirée c'est avec beaucoup de gens, beaucoup d'alcool, beaucoup de cigarettes. En fait c'est vraiment l'effet de groupe, selon moi, qui fait que ça devient banal. C'est-à-dire que ce que tu veux dire, c'est qu'ils pensent que c'est la norme, ils vont vouloir se conformer à la norme. Voilà. Marius? Le conformisme peut très souvent mener certaines personnes à vouloir ressembler aux autres, à vouloir être comme son entourage, parce qu'on a envie de fumer, de boire pour être comme les autres, et pour ne pas se sentir différent ou même à l'écart. Blanche? On m'a présenté une application cet été que sur le moment je trouvais pas forcément choquante, mais aujourd'hui en parlant je me rends compte que ça devrait pas être normal. C'est une application qui s'appelle Beer Buddy et ça consiste à prendre une photo de soi à chaque fois qu'on consomme n'importe quel alcool. Vraiment n'importe lequel, tous les alcools sont référencés dessus et en fait on est en relation avec énormément de monde dessus et chaque photo postée est considérée comme une contribution et plus on a de contributions, plus on est haut dans le classement et ça va limite inciter les gens à boire de plus en plus pour faire de plus en plus de photos pour arriver numéro 1. Et en fait c'est un peu surréaliste parce que on ne devrait pas inciter les gens à consommer de l'alcool. Merci beaucoup pour vos réponses sur ce sujet complexe. Dans l'épisode suivant, c'est vous qui poserez vos questions au médecin psychiatre Laurent Carilla, spécialiste des addictions à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif.
N'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur Instagram ou sur le site de l'École alsacienne, sans qui ce podcast n'aurait pas été possible. À bientôt. À bientôt. À bientôt.